Vous êtes tous et toutes très nombreux aujourd'hui pour recevoir notre invité pour ce nouvel atelier débat, le sénateur Grémillet. Nous sommes sur un sujet important et je voulais vous remercier en tout cas d'être venu et d'avoir montré votre présence et aussi pour les personnes qui sont à distance. Je vais remercier également, parce qu'on le fait à chaque fois, et c'est normal, remercier en tout cas la Maison des Travaux Publics qui nous reçoit et qui nous permet effectivement de faire ces ateliers débats dans d'excellentes conditions. Monsieur le sénateur, vous êtes l'auteur de la proposition de loi portant sur la programmation nationale et la simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, dite la PPL. Énergie-climat. Il faut le faire complètement, il faut bien le reconnaître. Cette PPL est aujourd'hui au cœur de l'actualité politique, puisqu'après son adoption au Sénat en octobre dernier, le gouvernement a décidé en avril de la faire examiner à l'Assemblée. Cet examen, qui a commencé le 2 juin en commission et qui se poursuit dans l'hémicycle depuis ce lundi, doit permettre au Parlement de s'exprimer sur la programmation énergétique de la France et sa stratégie climatique. Je pense qu'on essaye de couvrir l'ensemble du sujet. Le vote de ce texte précédera la publication à la fin de l'été et du décret sur la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, élaboré par les pouvoirs publics également. Mais dans le contexte d'une Assemblée nationale fragmentée et fortement polarisée, à la fois sur les solutions énergétiques à privilégier et sur la stratégie climatique à suivre. Les débats ont été animés et ont conduit à des modifications profondes du texte adopté au Sénat. À l'approche du vote final, le contenu définitif du texte reste encore difficile à anticiper. Monsieur le sénateur, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce premier atelier débat sur le cycle consacré à votre PPL. Et je donne immédiatement la parole, effectivement, à notre président Brice Lalonde. Donc, merci, monsieur le sénateur, d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde comprend, je suppose ici, en tous les cas, qu'on est dans une situation un peu compliquée, puisque, en principe, en 2019, une loi énergie-climat avait dit que la programmation de l'énergie, qui en principe couvre des périodes de 10 ans avec une révision à mi-parcours, devait faire l'objet d'une loi. Et puis le gouvernement, peut-être fatigué, a dit bah non, il n'y aura pas de loi, on va sortir une programmation de l'énergie, puis ça sera par décret. Vous vous êtes fâché, vous êtes, mais enfin, c'est pas possible. Évidemment qu'il faut une loi. Il faut une loi parce qu'il faut quand même qu'une certaine sécurité juridique. Et donc, nous avons deux textes. La situation, nous sommes partis de deux textes. Une programmation, un projet de décret, la programmation de l'énergie proposé par le gouvernement, considéré un petit peu comme chez Dupont, tout est bon, gigantesque, tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions, beaucoup, beaucoup de térawattheures. Et puis, à un moment donné, le Sénat, conduit par vous, monsieur le sénateur, a dit non, il faut une loi, donc allons-y. Et votre loi s'appelle maintenant la PPL Grémillet de votre nom. Elle a été soumise au Parlement, et alors là, chacun y est allé de son amendement et de sa proposition, et même extraordinaire, l'article 3 qui porte sur le nucléaire a été carrément supprimé parce qu'il y avait des gens qui considéraient qu'il y avait trop de nucléaire et d'autres qui considéraient qu'il n'y en avait pas assez. Donc, on se met d'accord, on enlève tout l'article. Bon, je suppose que ça va revenir dans le débat. Et donc, monsieur le sénateur, peut-être qu'au départ, expliquez-nous ce que vous avez voulu faire et comment vous avez voulu mettre un peu de rationalité et un peu d'intérêt supérieur du pays dans votre proposition de loi. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est un véritable sujet. Et je vais commencer par dire, voyez, la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est la lumière de Gaulle, de Pompidou et de Mesmer. Depuis, on n'a rien fait. On vit sur le passé. Quand je dis on n'a rien fait, on a bricolé. Mais on n'a pas eu vraiment de cap énergétique. Et le deuxième point que je veux dire, en tant que parlementaire, euh, lorsque vous êtes élu, vous avez la responsabilité pour notre pays, pour le peuple, pour son industrie, pour ses collectivités,
pour le peuple. D'abord, que l'assiette soit pleine, qu'il ait à manger. C'est son rôle de faire en sorte que ça fonctionne. Et la deuxième chose pour qu'il vit, il faut qu'il ait de l'énergie. Je suis désolé, alors je ne dis pas que la santé, tout ça, mais sans énergie, il ne se passe rien. Donc le dossier énergétique, et je le dis parce que c'est une conviction profonde, j'ai présidé une entreprise économique dans le fromage qui consomme pour faire du fromage, ben, il faut de l'énergie pendant 36 ans et j'ai beaucoup, comme tous les chefs d'entreprise, ben, quand vous faites votre budget, ben, la colonne énergie, colonne main-d'œuvre, colonne des achats, mais vous commencez déjà souvent par l'énergie quand vous faites votre budget. Et la France a vécu, grâce aux décisions il y a beaucoup de décennies maintenant, euh, et a gardé sa performance économique face à l'Allemagne notamment, qui avait fait d'autres choix énergétiques par un prix, l'énergie notamment électrique, bien plus compétitive que les autres pays. Il faut le dire. Et notre modèle social a pu exister et notre économie a pu exister sur les marchés parce qu'on avait cette performance. Aujourd'hui, on a des défis nouveaux. Défis nouveaux, c'est les évolutions qui nécessitent de prendre des décisions. Et effectivement, le sujet sociétal de neutralité carbone à horizon 2050, c'est un sujet qui nous concerne tous. Ça concerne la France, ça concerne le monde, mais pas que la France toute seule. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il ne s'agirait pas que la France et l'Europe décarbonent pendant que les autres pays à travers le monde industrialisent. Ça fait partie des autres sujets. Donc le rendez-vous devant nous, c'est d'avoir de l'énergie suffisamment abondante, pilotable. Donc il faut, on viendra dans le détail, je suppose, entre le renouvelable et qui est nécessaire, mais il faut des équilibres. Mais surtout, d'arriver à avoir une trajectoire. Et aujourd'hui, effectivement, la loi climat résilience 2019 dit effectivement le Parlement doit débattre sur la politique énergétique de la France. Je vous rappelle que fin 2023, on était avec un projet de loi qui n'a jamais débouché puisque le gouvernement ensuite a été modifié. On a eu un nouveau Premier ministre et on a eu surtout un nouveau ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Et le projet de loi d'Agnès Pannier-Runacher n'est jamais arrivé au Parlement. Parce que c'était au gouvernement de faire une proposition de loi. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a quasiment 2 ans de retard sur la programmation énergétique. Et tout ça, ça s'est passé avant que Trump ne soit élu. Pourquoi je parle de Trump? Parce que on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une politique très offensive en matière énergétique. Et on voit qu'aujourd'hui, l'Europe et la France nous sommes en situation de fragilité par rapport à l'Asie, qui a aussi une politique très offensive en matière industrielle, mais aussi en matière énergétique. La bataille à travers le monde, le dossier énergétique est essentiel. Et n'oublions pas qu'il y a un point sur lequel je suis très attaché. On est dans l'Europe. L'Europe, c'est une chance. Mais chaque État membre définit son mix énergétique. Même si c'est vrai que dans la taxonomie, on en a pas mal bavé pour reconnaître que le nucléaire pouvait être aussi vert. Et puis, ouais, parce que, mine de rien, cette lumière était une des plus décarbonées du monde, sans le savoir à l'époque, avec le nucléaire et avec l'hydroélectricité. N'oublions pas l'hydroélectricité, l'énergie la plus pilotable en l'espace de 10 minutes. Vous êtes en capacité de... Non, mais j'insiste là-dessus parce qu'ils étaient stratèges. Bon. Et il nous appartient d'avoir un cap. Et le débat qu'on a aujourd'hui pour la France, c'est pas un débat. L'énergie, c'est au temps long, très long. Donc les décisions qu'on va prendre, elles vont tracer le chemin de la France pour nos concitoyens et collectivités et notre économie pour les 50 prochaines années. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il ne se passait rien, moi comme ça fait d'ailleurs un certain nombre de personnes, on s'est déjà rencontrés. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur le sujet énergétique au Sénat, que je préside le groupe énergie et que je travaille avec des collègues de différentes sensibilités politiques d'ailleurs sur le dossier énergétique. Et c'est de là que j'ai eu cette idée de travailler sur un projet de loi, une PPL,
en l'absence de texte du gouvernement. Et ce texte-là, il aurait dû être examiné 2 jours après la dissolution, comme la dissolution a eu lieu, donc c'était en juin 2024. Toutes les dates là ont leur importance. Et il a fait partie des priorités. Et dans ce texte, je balayais l'ensemble des secteurs, à la fois, il y a nécessité de relancer le nucléaire, du nouveau nucléaire, d'imaginer la fermeture du cycle, de penser au SMR, et de penser à l'hydro. Il faut sortir du conflit avec Bruxelles où on a des capacités d'augmentation et aujourd'hui, on est les derniers de l'Europe à ne pas avoir réglé le problème. C'est pour ça que dans ce texte, j'ai mis un article un peu provocateur qui avait pour but de dire, allez, on va expérimenter. L'autorisation. Bah oui, pour en sortir, les autres pays ont trouvé un accord. Je ne vois pas pourquoi la France. Donc, d'ailleurs, on travaille aujourd'hui au Sénat, comme l'a fait l'Assemblée, mais le Sénat travaille sur une mission d'information. Je suis avec d'autres collègues, on travaille là-dessus. On devrait rendre notre rapport, je pense, à la rentrée. Mais si j'évoque cela, il fallait aussi aborder aussi les autres énergies. Il y avait le sujet de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait sur l'hydrogène? Est-ce qu'on essaye d'avoir une compétitivité? Et je vous rappelle que la Chine avance très vite aussi sur le dossier hydrogène. Il y a un positionnement aussi à avoir sur le biogaz. Il y a un positionnement à avoir sur l'éolien terrestre, offshore, et puis, alors, offshore, le débat du posé ou du flottant, et puis du photovoltaïque. Et je vais m'arrêter 30 secondes sur le photovoltaïque. L'individu que vous avez en face de vous, je suis paysan dans les Vosges, et j'ai monté 450 mètres de panneaux photovoltaïques dans mon exploitation il y a quasiment 19 ans. À l'époque, 450 mètres carrés, on n'a pas le temps, mais je vous ferai bien l'interrogation écrite. Combien ça a pu me coûter? 330 000 euros. 330 000 euros pour 450 mètres carrés. Retour à l'investissement, 15 ans et demi. Donc, je vous donne la vraie vie. Et la vraie vie, j'avais acheté français parce que je suis élu, je n'étais pas sénateur, mais je suis élu dans ma région, et j'ai acheté Ténésol, Total, EDF, qui a été vendu ensuite aux Américains, et aujourd'hui, je suis orphelin, j'ai plus rien. Donc, celui qui a monté l'installation, il a disparu. Enfin, non, mais pourquoi j'en parle? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Je suis en train de dire que s'il n'y a pas des personnes qui, à un moment donné, sont des pionniers, eh bien, on n'avance pas, il n'y aura pas de progrès. Et c'est quand vous industrialisez, d'où le sujet qu'on aura tout à l'heure sûrement sur le nucléaire, si on ne refait pas des constructions en série, on ne diminuera pas les coûts. Il faut industrialiser, et on n'aura pas. Moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir que sur certaines énergies, et je suis coupable et responsable, et je l'assume, dans un texte de loi, d'avoir mis le bilan carbone sur les installations, enfin le matériel énergétique. Parce que je ne supporte pas qu'avec l'impôt des Français, on puisse faire tourner l'industrie chinoise pour produire notre propre énergie. C'est tout ça parce qu'on n'a pas donné de cap à notre industrie. Et la loi, elle est là pourquoi? Pour apporter de l'énergie, avoir une vision, parce que les décisions qu'on va prendre, et on sait tous, et notamment en matière nucléaire, si tout va bien, ce ne sera pas avant 2038. Donc c'est au temps très long. Et vous n'aurez pas d'industrialisation, et on ne l'a pas aujourd'hui. Personne ne va se lancer en France et en Europe sur des investissements quand le pays n'a pas fait ses propres choix, y compris en renouvelable. On a besoin d'une vision, on a besoin d'un cap. C'est de cette manière-là que vous aurez des entreprises qui vont prendre des risques, vous aurez des jeunes qui auront envie d'y aller dans ces métiers. On a perdu beaucoup d'intelligence aussi à travers nos cerveaux. Oui, effectivement, dès lors qu'on a tourné le dos au nucléaire, les choses se passent moins chez nous. Elles se passent un peu plus ailleurs. Donc, c'est qu'à travers ces dimensions-là qu'on est capable de le faire. Et dans le texte,
excusez-moi d'être un peu long, mais c'est important de connaître. Parce que le texte, si vous avez compris, c'était pas un coup politique. Le texte, j'ai balayé tout, et y compris les biocarburants. Pourquoi j'ai mis les biocarburants dedans? Parce que je sais qu'il y a des Français qui n'auront pas les moyens, en 2035, d'avoir un véhicule électrique. Et que le défi de sociétal, le défi de notre responsabilité en tant qu'élu, c'est aussi de faire en sorte que tous les Français, qu'on laisse personne au bord de la route. C'est pour ça que j'ai mis les biocarburants. Vous en avez eu beaucoup d'ailleurs. Et je continue. Pourquoi j'ai aussi balayé la protection des consommateurs? D'ailleurs, j'ai été très choqué que lundi, enfin, qu'en commission, il supprime cet article. Aujourd'hui, il y a de la précarité énergétique en France. Ah oui, bien, on a le devoir, lorsqu'on est parlementaire, de s'en soucier, d'y travailler. Et j'ai encore été plus loin parce qu'il faut aussi faire des économies d'énergie. Et d'où l'article sur l'objectif des rénovations en matière de logement. Et quand dans la PPE, je prends un chiffre, il y a 600 000 logements en termes de perspective, je monte, et c'est un dossier sur lequel je travaille depuis quelques années, où je suis rapporteur aussi pour avis dans le cadre du budget au Sénat, euh, je donne une perspective à 900 000. Parce que là encore, et il ne faut pas opposer le monogeste, non, il faut que tout le monde puisse y accéder. Il y en a qui ne sont pas en capacité de faire tout, mais qui fassent une première partie, mais ne laissons personne au bord du chemin. Il faut donner un élan, et cette partie-là, elle était aussi un signal de dire, nous avons besoin de faire des économies d'énergie. Et je terminerai mon propos. Aujourd'hui, on est en panne dans l'électrification des usages. Alors que 2 tiers de l'énergie, c'est fossile. Et pourquoi on est en panne? Ah, c'est simple. Vous n'aurez pas d'industrialisation dans un pays si vous n'avez pas la certitude d'avoir de l'énergie abondante par rapport à votre activité. Et là encore, je parle de ce que j'ai vécu. En tant que responsable de cette entreprise, on fait une tour de séchage. La tour de séchage, j'ai monté, je n'ai pas d'électricité. Je raconte. Pourquoi je l'évoque? Ben, parce que tout ça se dessine en même temps que le transport de l'énergie. Le transport de l'énergie est un élément majeur et il prend pratiquement autant de temps que la construction d'une centrale. J'ai présidé pendant 12 ans au niveau de la région Lorraine, lorsque c'était Gérard Longuet qui était président, le comité de concertation EDF sur la construction des lignes. C'était à l'époque où on faisait la ligne Fessenheim, etc. Et j'en parle quand je vois le temps qu'il faut pour faire une ligne de transport qui permet effectivement à des citoyens, à des collectivités, à des entreprises d'avoir l'énergie nécessaire, eh bien, ce dossier-là, il n'est pas à prendre à la légère. Et nous sortons d'audition au niveau de la Commission des affaires économiques d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Le dernier, c'était Arcelor. Donc, quand vous êtes en Lorraine, ça vous parle. C'est comme la région du Nord ou d'autres régions très industrialisées sur l'acier. Quand vous écoutez Michelin, quand vous écoutez enfin, tous les patrons, le dossier énergétique est devenu un dossier majeur de la compétitivité. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est en panne sur l'électrification des usages et que bon nombre de projets industriels sont pas signés, tout simplement parce qu'il n'y a pas, effectivement, est-ce que j'aurai l'énergie? À quel prix j'aurai cette énergie? La notion de prix est une notion aussi importante à aborder. Voilà un peu l'idée, comment est venue cette idée de faire ce texte. Il a été débattu au Sénat, parce que c'est important que l'Assemblée nationale, le Sénat puisse en débattre. C'est le rôle du législateur. Euh, je serais même tenté de dire, c'est un rôle majeur à mes yeux, de donner ses visions, d'y participer et de faire en sorte qu'on sache où on va. Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours avec la fermeture de 14 réacteurs, hein. Oui.
C'est la PPE d'avant, quoi. Oui. Oui, oui, non, mais, Elle est toujours non, mais en vigueur, oui. pourquoi je dis on n'a rien fait? Ah non, mais je vous dis ça parce que c'est la réalité. Comment? Elle parle de la loi d'accélération du nucléaire, a été votée. Ben non, ça n'a rien à voir. Elle Ah, dit c'est la permitting. ouais, si vous voulez jouer sur les mots, aujourd'hui, en termes la PPE, il y a pas eu de décision dans la loi d'accélération du nucléaire, de décision de revenir sur la fermeture des 14 réacteurs, de décision sur le nombre de nouveaux réacteurs, etc. Enfin, En tous les cas, c'est un plaisir de vous écouter, monsieur le sénateur. Vous avez placé la discussion à un très haut niveau de responsabilité. Vous avez évoqué la situation internationale. Et donc, vous nous avez parlé de votre expérience et tout ceci nous parle. Alors, en ce moment, votre texte est débattu à l'Assemblée nationale. Il a été adopté au Sénat. Il est maintenant discuté à l'Assemblée nationale. Les 900 000 rénovations sont devenues 380 000. Bon, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont modifiées, des amendements. Mais le plus grave ou le plus compliqué, prenons un exemple, l'Europe. Vous avez dit c'est une chance, l'Europe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale? Il y a l'idée, je crois qu'elle est partagée par le Parti communiste et le Rassemblement national. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant, quand il n'y avait pas la concurrence, quand il n'y avait pas l'Europe. Et donc, il y a un certain nombre de propositions pour revenir en arrière, en quelque sorte, pour nationaliser encore plus, pour sortir du marché européen de l'électricité. Et vous avez dit vous-même, l'Europe, c'est très bien, mais enfin, en même temps, l'Europe, quand même, elle nous a embêtés sur le nucléaire, elle ne veut que des renouvelables. Comment est-ce qu'on fait alors pour l'Europe? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de s'accorder avec l'Europe? L'Europe, elle voudrait vraiment que des renouvelables. non, je crois que la vision européenne a bien évolué depuis les événements, la crise après Covid et ensuite la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, l'Europe a un positionnement et on a un débat demain matin sur ce sujet à la Commission des affaires européennes au Sénat, euh, pas auquel je vais participer. Et on voit quand même que un certain nombre de pays de l'Europe qui étaient d'ailleurs très opposés au nucléaire reviennent avec des visions un peu différentes. Tout le monde se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, les technologies sur la maîtrise du pilotage de l'énergie des, du renouvelable n'est encore pas suffisamment pointu pour permettre effectivement la sécurité et éviter tout blackout. Il sera intéressant de bien comprendre ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal pour bien mesurer les conséquences de l'architecture du réseau électrique européen. Donc il y a deux sujets à mes yeux au niveau européen, c'est les interconnexions. Les interconnexions sont essentielles, mais elles peuvent aussi devenir une fragilité. Fragilité, Par exemple, quand tout d'un coup, il y a énormément de solaire qui arrive d'Allemagne, flouf, on est bien obligé à ce moment-là de le prendre. C'est le mécanisme du marché européen de l'électricité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est obligé de réduire la production nucléaire et à ce moment-là, on peut arriver même à des prix négatifs. Donc, il y a quand même un certain nombre de corrections ou d'aménagements sans doute à imaginer là. il y a des aménagements, mais il y a pire que ça. Moi, je vais vous faire parler que d'économie là. Quand vous faites un investissement, quand votre investissement est terminé, il faut que cet investissement tourne le plus possible. C'est le b.a.-ba de l'économie. C'est comme ça que vous diminuez vos frais fixes. C'est que de cette manière-là qu'on aura une certitude d'avoir un coût maîtrisé et lisible du prix de l'énergie. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 36 ans dans l'entreprise. Tu fais un investissement, dès qu'il est fait, eh bien, ce qui veut dire qu'il faut avoir le marché, il faut avoir la capacité de faire qu'il produise. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose d'assez incroyable, c'est on fait des investissements dans tous les horizons et qui consiste à un moment donné
à dire on en a trop et on est obligé d'arrêter. Oui, non, mais je suis désolé. Quand vous avez le défi de compresser et de diminuer les frais fixes, c'est pas de cette manière-là que vous diminuez les frais fixes. C'est le b.a.-ba de l'économie. Donc, le sujet du prix de l'énergie, qui concerne les concitoyens, qui concerne les collectivités, qui concerne les entreprises, il est essentiel. Donc, ce sujet-là, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Et effectivement, le problème qu'on a sur cette énergie qui peut être abondante à ce qu'on appelle la cloche solaire, et là encore, je parle de ce que j'ai vécu dans les Vosges, dans mon village, sur la ferme, les 450 mètres carrés. Moi, je peux vous donner, parce que je vais rentrer demain soir. Ben, demain soir, je vais aller voir mon installation, je vais regarder. Je peux vous dire que j'ai été, moi, plusieurs années, ou pendant un mois, lorsqu'il y a de la neige sur mes panneaux photovoltaïques, pas un seul kilowatt de produit au mois de décembre ou janvier. Pas un seul. Alors qu'il fallait de l'énergie. Quand vous êtes dans cette période hivernale, la luminosité à 7 heures du matin, elle est pas, vous produisez quand même pas grand-chose, alors qu'il y a besoin d'énergie. Donc, je ne suis pas en train de l'opposer. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait bien la tête sur les épaules et à savoir la capacité d'avoir une énergie abondante, pilotable par rapport aux besoins des entreprises et de la vie sur nos territoires à l'instant T. Et je termine sur le problème européen des interconnexions. Et la semaine dernière, j'ai fait une réunion du groupe Énergie où j'avais invité l'ambassade d'Espagne, mais ils ne sont pas venus, RTE, etc., pour essayer de comprendre ce qui s'était passé sur l'Espagne-Portugal. Et quand vous écoutez avec beaucoup d'attention RTE et qu'il vous explique que si le système français n'avait pas fonctionné, ce qui s'est passé en Espagne, Portugal, faisait que ça tombait blackout en France, derrière la Belgique, derrière ensuite l'Allemagne, et que ça se terminait aux Pays-Bas. Vous avez bien dans la tête, quand vous entendez ça, que l'architecture européenne qui est nécessaire de transport des énergies électriques doit être aussi bien organisée au niveau de chaque État membre. Parce qu'un État mais bien, mais c'est pour ça que je trouve que Au niveau de chaque État membre et pas forcément au niveau européen. Ah, il faut trouver la cohérence entre les deux. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Chaque État membre décide de son mix, enfin, son choix énergétique. Ce n'est pas l'Union chaque européenne. État membre décide de son mix énergétique et la Commission voudrait 42% d'énergie renouvelable. Oui, ça, c'est le débat du renouvelable. Mais je ne veux pas plonger dans les oppositions. Et vous avez compris que dans le texte que j'ai, euh, si on a un besoin d'énergie supplémentaire, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le nucléaire qui est en capacité, même si on peut le booster un peu, pour avoir discuté avec les gens d'EDF. Là, c'était très important ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Si on a besoin d'énergie supplémentaire, ça sera les renouvelables. Dans l'immédiat. La seule possibilité aujourd'hui, il faut être réaliste, c'est avec les problèmes que ça pose. Avec les problèmes que ça pose, d'où mon propos que j'ai eu tout à l'heure sur est-ce qu'on aura capacité au niveau technologique de faire en sorte que les ENR soient plus pilotables au niveau du stockage, etc. Au jour d'aujourd'hui, donc il y a des réflexions sur des nœuds de raccordement de parcs, etc. Il y a des choses qui peuvent bouger, sauf que tant que c'est pas du concret et que c'est pas à des... Parce qu'après, il y a la notion de prix. C'est pour ça d'ailleurs que on est à la fois sur du mouvant, c'est extrêmement mouvant, ça change tout le temps, et en même temps, on prend des décisions sur 40, 50 ans. Donc, c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Équilibre des énergies, nous pensions qu'il fallait un noyau dur de décision qui, de toute manière, c'est ce qui ne changerait pas. Tout le monde serait d'accord, dans lequel il y a du nucléaire, dans lequel il y a un certain nombre de gigawatts solaires. Et puis de l'ajustable, du complémentaire, de l'ajustable, un petit peu en fonction de ce qui va se passer, des innovations techniques, etc. C'est tout à fait ça. Et notamment, il y a le sujet, puisque je vous rappelle que dans la loi d'accélération des énergies, hein, je reviens sur la question, madame,
sur l'accélération du nucléaire. C'est surtout comment on pouvait simplifier et faire en sorte que les démarches entre le moment où je décide de faire une nouvelle centrale, un nouveau réacteur, comment ça peut se passer. Est-ce qu'on ne peut pas raccourcir un peu le temps en termes d'instruction? Il y avait un véritable sujet là qui est essentiel. Et ce n'est pas vrai que pour le nucléaire, hein. C'est le mal français de voir comment je peux, quand je prends une décision, faire en sorte qu'entre le moment, vous savez, en économie, le pire, c'est le temps. Le pire ennemi de l'économie, c'est le temps. Donc, quand vous faites le choix d'investissement, c'est le temps qui va vous permettre d'être compétitif, c'est le temps qui va vous permettre d'être vraiment dans la capacité du réel et du marché. Ma question est très simple. Aujourd'hui, il y a un débat que vous allez mener au Sénat portant sur deux articles, le 3 et le 5. Pourriez-vous nous en présenter les enjeux? Le 3, pour l'instant, il est mort. Donc, euh, le débat d'hier soir a été plus apaisé. Les votes auront lieu aujourd'hui, euh, mais ils vont être essentiels. Et à mon avis, c'est pour ça que sur la signature du décret PPE, euh, s'il n'y a pas une vision suffisamment éclairée de l'Assemblée nationale comme du Sénat, bon, pour ce qui est du Sénat, c'est clair, c'est propre, 220 voix pour, 108 contre. Il y a une majorité claire pour avancer. Mais sur l'article 3, si on n'est pas en capacité d'avoir effectivement la lucidité d'un positionnement fort, la fragilité du décret sera grande. Et dans la vie, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel industriel va prendre des risques? Quel jeune, parce qu'on a besoin de jeunes, de femmes et d'hommes, des cerveaux qui s'intéressent dans ces nouveaux métiers, il en aura tellement besoin, va aller dans des métiers où il n'y a pas, effectivement, où on voit qu'on se déchire, où on voit que le positionnement du Parlement n'est pas clair? Non, on va tout louper. Donc le rendez-vous et je ne le dis pas, tout le monde l'appelle la loi Gremier, c'est pas la loi Gremier, enfin, je suis pas très, Rendre à César, j'ai ce qui pas est à été, non, je César. n'ai pas été élevé de cette manière-là. Non, mais quand je dis ça, il faut penser à la France. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est parlementaire, on peut penser un peu à la France et aux Français? Et là, quelle que soit notre appartenance politique, est-ce qu'on n'est pas capable de trouver un chemin pour l'intérêt de la France et des Français? Si on n'est que sur des postures politiques, bah, je suis désolé. Non, mais je le dis parce que je le pense profondément. C'est le béaba. Alors, c'est sûr que ce que je suis en train de dire, c'est pas très médiatique parce que je suis plutôt pour le calme que pour le conflit. Je suis plutôt pour trouver un moyen d'entente plutôt que de s'opposer. Mais si on n'est pas capable de le faire sur le dossier de l'article 3 sur le nucléaire, comme sur le 5, le Sénat, ce que nous avons fait, moi je ne suis pas en train d'opposer le renouvelable, sauf qu'il faut le faire intelligemment, dans une certaine mesure, et je ne supporte pas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, que sur le dossier du renouvelable, bien que ça consiste à faire tourner l'économie des autres pays. C'est l'échec de l'électrification des usages sur la mobilité, je suis désolé. On était les champions du monde sur le moteur thermique. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui est devant nous sur le moteur électrique, il faut dire les choses. Et industriellement, c'est terrible. C'est terrible de voir ça. Et donc, c'est le débat. Notre indépendance énergétique, ce n'est pas uniquement la production, c'est aussi le savoir-faire, c'est de pouvoir le réaliser. Et un petit message. Moi, j'ai mal vécu la pandémie. J'étais un des rares à le dire. Alors au début, tout le monde me regardait, gremillait, qu'est-ce qui lui arrive? Pendant la pandémie, et là encore, je parle de ce que j'ai vécu. Moi, en tant que président de ma fromagerie, alors que le message était restez chez vous pour vous protéger, moi, j'ai fait un courrier avec ma directrice générale pour dire au personnel de l'Ermitage euh, venez travailler pour nourrir les Français. Et pendant la pandémie, on a arrêté le programme
de maintenance au niveau de nos centrales. Alors après, il y avait le problème de corrosion sous contrainte, et là, personne ne pouvait l'anticiper. Mais par contre, les réacteurs qu'on a dû, parce qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité, il faut renforcer, d'ailleurs, dans la loi d'accélération sur le nucléaire, donc j'étais rapporteur, donc je connais un peu le texte, nous avons renforcé le dossier de la sécurité. C'est essentiel. Et pourquoi je l'évoque? C'est parce que, euh, et la guerre en Ukraine nous fait toucher du doigt aussi, l'énergie, c'est comme l'alimentation. Quoi qu'il se passe, eh bien, il faut le faire. Quoi qu'il se passe, eh bien, il y aura d'autres crises. Eh bien, on doit faire les travaux de maintenance. On doit faire en sorte que on sera en capacité. C'est aussi essentiel que l'assiette remplie. Voilà. Très bien. Dans la discussion actuelle, il y avait un article qui voudrait que ce soit EDF qui ait le monopole de l'exploitation des réacteurs nucléaires. Et ça veut dire que tous les petits SMR en ce moment et toutes les sociétés qui sont des sociétés privées avec des jeunes gens qui y croient, du coup, seraient interdites de continuer leur travail. Donc il y a des erreurs de ce genre-là, quoi, ou des effets pervers auxquels les députés manifestement n'ont pas pensé cette nuit dans la chaleur de la discussion. Bien. Et non, non, mais je partage complètement. Je ne vais rien rajouter parce que pour les rencontrer régulièrement, il y a beaucoup de projets qu'il est intéressant de regarder. Et effectivement, si on ne donne pas, là encore, un cap, certains ne vont pas le faire en France, vont aller ailleurs. Et regardons ce qui se passe aux États-Unis, regardons ce qui se passe en Chine sur ces points-là. Et parfois, ça peut apporter d'autres réponses. Je reviens au temps long de la construction d'une ligne. Parfois, un SMR pourra peut-être régler un besoin dans un territoire, etc. Et puis, il y a le sujet aussi de toutes les avancées technologiques, parce que je suis persuadé que dès lors qu'on relance un projet et qu'on donne un cap, derrière, vous avez les investissements. Et chaque fois que vous faites un investissement, c'est là qu'il y a de l'innovation. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'innovation. Vous aviez partagé donc ne pas avoir voulu faire de coups politiques sur votre PPL en indiquant que vous auriez pu être aussi plus offensif sur le nucléaire. Comment auriez pu vous rédiger ce texte de cette manière? Et une deuxième, est-ce que vous avez demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée d'examen du texte? Et si oui, quelle serait la position du gouvernement sur ce sujet? Si j'avais voulu faire un coup politique, je ne me faisais un texte que sur le nucléaire. Or, le texte, il balaye. Je vais du nucléaire, je pense à l'hydro, je pense à l'hydrogène, je pense au biogaz, je suis sur l'éolien, je suis sur l'éolien offshore, flottant, etc. Je suis sur le photovoltaïque, je suis aussi sur le dossier du consommateur, protection du consommateur, je suis aussi sur la rénovation énergétique. Voilà, si j'avais voulu faire un coup, notamment notre sensibilité politique, et effectivement, c'est un secret de polichinelle. On a toujours cru au nucléaire, et je ne vois pas que par le nucléaire. Et si vous voulez trouver un chemin, ben, il faut trouver, faut pas opposer. Et effectivement, dans le texte qui a été déposé, l'article 5, on parle aussi du renouvelable. Parce qu'il faut aussi avoir le débat sur l'ensemble des sujets. Et sur la procédure, vous touchez un point sensible. Effectivement, on aurait voulu que ça soit en procédure accélérée. Parce que qui dit procédure accélérée disait après le passage à l'Assemblée nationale, euh, non pas une nouvelle lecture, mais une commission mixte paritaire. Nous l'avions souhaité, elle n'a pas été obtenue dans le cadre des discussions, et aujourd'hui, elle n'est plus possible, puisqu'il faut l'enclencher avant l'examen, la première lecture. Donc, il fallait qu'elle soit enclenchée avant le mois d'octobre 2024. Donc, Oui, ce qui veut dire, je vais vous donner une précision, je ne sais pas dans quel état sera le texte. Non, euh, c'est mon côté prudent, je ne sais pas dans quel état sera le texte. Bon, non, mais j'ai été surpris quand même de ce qui s'est passé à la suppression de l'article 3.
par exemple, ou les consommateurs, ou l'hydro, autre exemple. Pourquoi je dis ça? Pour l'instant, le texte, il est inscrit au Sénat en deuxième lecture, début juillet, puisqu'on a une session extraordinaire. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ce qui a déjà été voté lundi soir, pourquoi je donne cette précision, si on avait eu un texte suffisamment propre, après le débat à l'Assemblée nationale, propre dans le sens, je ne dis pas que le travail sénatorial, rien n'était, que tout était parfait. Bien sûr, il y a des choses c'est le rôle du débat et c'est important que l'Assemblée nationale, dans sa diversité, soit en capacité d'exprimer son positionnement. Mais s'il pouvait correspondre à quelque chose qui nous amène vers un vote conforme, on aurait pu avoir début juillet un texte de loi voté conforme en deuxième lecture au Sénat et derrière avoir un décret qui était solide et qui permettait effectivement à tout le monde d'avoir un chemin et de pouvoir partir dans les investissements importants. Donc vous avez compris que la probabilité qu'on ait un conforme début juillet, elle est quand même très... Ça veut dire à ce moment-là que c'est le décret qui sera sorti, quoi. Alors après, est-ce que le décret sortira avant une deuxième lecture et une commission mixte paritaire à l'Assemblée? Tout va dépendre de la teneur des déchirements ou pas. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans votre projet de loi, enfin dans ce que vous dites, c'est un peu une liste à la Prévert. Alors l'éolien en mer, le solaire, l'hydraulique, les véhicules électriques, l'hydrogène, le nucléaire, etc. Et la dimension géopolitique qui est fondamentale dans l'énergie me semble un peu absente. Alors vous l'évoquez en creux quand vous parlez de la Chine, etc. Par exemple, le gouvernement allemand, qui est pourtant un gouvernement de coalition, se déchire sur la question du gaz. Est-ce qu'il faut refaire Nord Stream et donc une alliance avec les Russes, en espérant que la situation politique en Russie évolue, ou alors est-ce qu'il faut construire des terminaux GNL et se tourner vers le Qatar, l'Australie, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une recomposition mondiale et je pense que ça devrait être un guide dans le choix des technologies et dans le choix de la politique énergétique. Et enfin, il y a beaucoup de technologies, mais il doit y avoir... En 73, quand on a fait le nucléaire, c'était une réponse au choc pétrolier, il faut se souvenir de ça. Donc il y avait vraiment... On savait où on allait. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien où on va, on ne sait plus très bien quels sont nos alliés. Bon, en plus, il y a la guerre commerciale. Donc je crois que ça rajoute à la confusion, alors que c'est vraiment le critère fondamental. Quand vous êtes dans un pays comme la France, parler et avoir affiché une ambition de relance nucléaire, et je vous rappelle, dans l'article 3, il y a 3 éléments. Premier élément, je suis au-delà du discours de Belfort. Deuxième élément, je lance une étude de faisabilité en fonction du niveau de réindustrialisation, donc de la consommation. Donc, ce n'est pas complètement aux alouettes, en fonction de ce qui va effectivement se passer dans notre pays. Parce qu'on ne va pas faire des réacteurs pour faire des réacteurs. On va faire des réacteurs qu'en fonction des besoins énergétiques de la France. Et tout est lié. Ouvrons les yeux. Tout... Non, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à un positionnement géopolitique, justement, ça renforce l'idée que nous avons besoin de faire des choix stratégiques en matière de nucléaire, en matière de renouvelable. Dossier hydrogène, on l'enterre? Non, mais oui, alors certains, oui, il y en a qui disent, j'en sais rien. Bah, peut-être à votre niveau, je ne suis pas sûr. Quand vous écoutez des industriels, non, mais quand vous écoutez des industriels, ce n'est pas leur positionnement. Regardez ce qui se passe en Chine sur l'hydrogène. Dès qu'on parle d'énergie, on discute de la production, et essentiellement de la production d'énergie électrique. Mais il y a quand même un certain nombre d'autres problèmes, notamment au niveau de l'utilisation rationnelle de l'énergie, etc.
Et sur la table aujourd'hui, il y a un certain nombre de dossiers qui sont pendants. Il y a les ZFE, il y a la transposition éventuelle de l'ETS2, sur laquelle la France traîne les pieds. Il y a le maintien ou non de l'échéance 2035 sur la fin des moteurs thermiques. Donc, dans tout cet appareil qui est né du Fit for 55, sur tout cet appareil, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir le cap ou est-ce qu'il faut dire bah, les conditions ont un peu changé, il faut lâcher du lest et il faut revoir tout ça? Ah, vous avez déjà vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Donc là aussi, je ne sais pas quel sera le niveau de l'accord final en commission mixte paritaire. Et moi, je veux rester dans le domaine qui nous importe ce matin, c'est sur le dossier du cap énergétique de la France. Je n'ai pas le sujet de la mobilité en responsabilité, donc j'essaye de parler de ce que je connais un peu. Je ne suis pas un expert, je suis élu simplement. J'ai des convictions avec d'autres, j'ai travaillé un peu le sujet. On les partage pas, mais je ne suis pas dans tous les sujets. Donc le sujet de la mobilité, si je donnais mon point de vue personnel, ça peut faire partie des plus grands dangers de rupture sociétale qui nous guettent dans quelques années, hein. Donc c'est pas parce que la mobilité est un sujet essentiel de la vie dans nos territoires, de la vie tout court, hein. C'est pas uniquement pour partir en vacances. La mobilité, c'est la vie au quotidien de femmes et d'hommes dans nos territoires. Donc c'est quelque chose de très sensible. Vous avez dit que l'article 3 est mort. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Vous voyez se profiler le même résultat qu'en commission en séance? Et aussi, où est la droite républicaine à l'Assemblée? Les députés de votre sensibilité politique se sont peu mobilisés jusqu'ici pendant les débats. Comment l'interprétez-vous? L'article 3, quand je dis il est mort, il a été, ce qui a été très bien expliqué par Brice, c'est que le contraire a fait qu'il y a plus d'article 3. Dans les débats d'hier soir, pour ceux qui ont suivi les débats, les amendements et l'amendement du rapporteur Antoine Armand de remettre cet article 3 avec un objectif très clair de 27 gigawatts notamment. Enfin, je veux pas, vous avez le détail tous, je pense. Et on va voir ce qui va être voté. Donc aujourd'hui, il sera voté. Est-ce qu'il va revenir à l'intérieur du texte ou pas? Il est évident que si l'article 3 n'est pas dans le texte, il n'y a plus grand-chose. Après, qu'est-ce qui se passera sur le 5? J'en sais rien. Je vois mal plus une majorité sur le 5 s'il n'y a plus d'article 3. Pour ça, dans la vie, c'est aussi des compromis. Et puis, enfin, j'ai pas, je suis comme vous, triste de voir. On avait tous souhaité un débat du Parlement. Le débat au Sénat, il y a eu une participation assez importante au Sénat sur le texte, qui n'était pas d'ailleurs à l'époque sur une passion aussi importante qu'aujourd'hui, hein. Tout le monde a réclamé, tout horizon politique, à ce qu'il y ait un débat d'un texte législatif sur la vision énergétique. Tout le monde. En disant on ne veut pas que le décret soit signé s'il n'y a pas de loi avant. D'ailleurs, c'est la loi. Je vous rappelle, ce serait quand même incroyable qu'on ne respecte pas la loi. La loi dit qu'il doit y avoir une loi qui va donner derrière le décret. Ce n'est pas le décret qui doit faire la loi, c'est la loi qui doit donner le chemin du décret. Et effectivement, il y avait tout le monde souhaitait qu'il y ait ce débat au Parlement. Le gouvernement a décidé de reprendre le texte qui a été voté au Sénat au mois d'octobre. Et je suis un peu surpris, effectivement, que les rangs de l'Assemblée ne soient pas plus remplis. Oui, je ne peux que, comme vous, faire ce constat. Et c'était pareil, il y a eu, quand le Premier ministre, à un moment donné, introduit une discussion sur l'énergie au Parlement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont seulement les experts de chaque groupe qui sont restés, quoi.
comme si ce n'était pas un débat absolument fondamental pour l'avenir du pays. C'est ça la difficulté, quoi. Place aux experts, c'est tout. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du véhicule électrique dans son intégration au système électrique et du pilotage de la recharge qui pourrait permettre pilotage de la recharge du véhicule électrique qui permettrait de renforcer le pilotage de la consommation et donc de l'énergie d'une certaine manière. Sur un texte, j'ai fait voter que normalement, nous devrions mettre uniquement des bornes qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, qui me permettent de recharger et qui permettent d'utiliser ce qu'il peut y avoir encore comme énergie. Mais bien sûr, c'est un véritable sujet. On pourrait avoir, avec les limites que ça, mais on pourrait avoir effectivement une capacité territoriale de stockage sans le savoir. Ouais. C'est un vrai sujet. D'où, je répète, tout ça dépend des investissements. Vous faites des investissements, eh bien, vous aurez, comme là, il faudra faire des progrès. Aujourd'hui, encore, je vous parle de la vraie vie. La vraie vie, quand vous avez un véhicule, que vous avez, pour vendre mes fromages, j'ai des commerciaux. Un commercial, il fait des kilomètres. Bah, s'il doit passer 2 tiers de son temps, non mais je ne déconne pas, à attendre que ça soit rechargé, je suis désolé, ça peut. Donc, il faudra là aussi qu'on ait des progrès qui soient réalisés sur les moyens d'aller plus vite sur la recharge. Mais c'est qu'à travers l'investissement qu'on aura l'innovation. Je suis ravi de vous entendre parler énormément de l'électrification des usages. Je pense que c'est très important de rappeler les chiffres par rapport à ça. La consommation électrique française d'aujourd'hui, c'est celle des années 2000, du début des années 2000. Dans le même temps, vous avez beaucoup cité la Chine. La consommation électrique en Chine a fait x7. Du coup, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à cet angle d'électrification des usages dans votre PPL, même s'il est mentionné. Ma question est double. Premièrement, pourquoi ne pas avoir pensé à une cible d'électrification de la consommation? C'est-à-dire, par exemple, dire à horizon 2030, 35% de la consommation énergétique française sera couverte par l'électricité. Ça aurait pu être un objectif programmatique intéressant. Et dans un deuxième temps, vous citez énormément, et vous avez tout à fait raison, les coûts d'énergie, et notamment les temps de retour sur investissement. Les entreprises le comprennent tout à fait. Malheureusement, je pense que la transition vers l'électrique pour les ménages, même un TRI de 5 ans, ça ne suffit pas. Et donc, vous avez un vrai problème d'investissement initial. Et ma deuxième question, ça serait donc pour le projet de loi de finances, avec les contraintes budgétaires que vous connaissez, seriez-vous prêt à défendre de l'utilisation de l'argent public pour l'équipement des ménages vers des équipements électriques? Oui, mais l'électrification des usages, je ne vais pas redire ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le prix de l'énergie, le choc énergétique qui s'est passé, il n'est pas si lointain. Il faut qu'on en ait tous conscience, hein. Il a laissé des traces terribles. Et les traces que le prix de l'énergie a laissées, et la peur, je vous rappelle quand même, à l'époque, il y avait même la peur de la coupure, puisqu'on avait imaginé un plan B en cas d'insuffisance. Je ne sais pas si vous mesurez le ravage que ça peut faire dans le décideur. Quand il prend conscience que soudainement il est dans un pays qui ne peut pas lui garantir qu'il aura les volumes nécessaires et que l'envolée des prix, et je parle là encore en connaissance de cause, mais vous avez, je pense, tous des exemples dans vos territoires, le nombre d'entreprises qui ont disparu, qui ont fondu les plombs, c'est le cas de le dire, par rapport à une situation énergétique qui a été insupportable. Donc, aujourd'hui, je suis désolé, la France, même l'Europe, l'objet, je rappelle le slogan, on va rapatrier, on va réindustrialiser la France. Je connais aujourd'hui, je prends l'exemple, je discutais avec notamment un grand, celui qui, RTE pour ne pas le citer,
je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de projets industriels qui sont dans les cartons et qui ne sont pas signés aujourd'hui, pour des raisons, effectivement, de questionnement. Le dossier de. Donc, et c'est pour ça que je dis. Alors, on dirait, même certains disent, mais c'est même plus là, on en a assez de l'énergie. Oui, mais continuons comme ça. On en aura même peut-être de trop. C'est de cette manière-là que je vous rappelle quand même qu'on a un objectif de décarboner nos activités horizon 2050. Oui, avec même On l'oublie un peu quand une même. directive européenne sur la fin du chauffage au gaz dans les maisons neuves en 2040, etc. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un problème de fiscalité différentielle? Pourquoi est-ce que l'électricité est plus taxée que le gaz, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ce fameux coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire pour les maisons, etc.? Il y a quand même des obstacles à l'électrification qu'il faudrait faire sauter. je crois que sur la fiscalité, le budget 2025 a déjà corrigé un peu la donne, effectivement, sur le niveau de fiscalité. Vous voyez, je suis avec vous ce matin. Normalement, j'aurais dû être avec le président Larcher qui réunissait tous les rapporteurs et rapporteurs pour avis sur la vision budgétaire de 2026. C'était à la même heure ce matin à 8 heures. Donc, je m'y suis excusé. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie des sujets qui sont effectivement sur la table. Il faudra bien trouver des solutions budgétaires et peut-être aussi des visions. Et je voulais terminer sur votre deuxième question sur le budget. Euh, je crois qu'il faut qu'on ait conscience que les moyens financiers de notre pays sont limités aujourd'hui. Comment je peux être le plus efficace? Est-ce que c'est par de la subvention? Est-ce que c'est par des financements à taux zéro? Et je reviens sur les exemples que j'ai pu donner tout à l'heure. Ou est-ce que c'est l'investissement que je vais faire qui va me permettre effectivement, fameux retour à l'investissement, hein, quand vous êtes un industriel, quand vous investissez, quand vous avez, avant de signer le bon de commande, vous regardez quand même le retour à l'investissement. C'est pareil pour le particulier. Donc, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on peut trouver une efficacité et un retour à l'investissement, donc un intérêt pour le particulier, et qu'il faut absolument encourager. C'est évident. Un tout petit correctif pour commencer. Pendant le Covid, on n'a pas arrêté les centrales, les maintenances des centrales, mais on a juste adapté effectivement le programme de maintenance aux contraintes. Évidemment, on n'a pas arrêté complètement la maintenance. J'arrête là le correctif. Et je reviens à votre texte. Du coup, comme vous le mentionnez très justement, il n'y a pas d'urgence sur le texte, donc des navettes entre Assemblée nationale et Sénat, ce qui veut dire que vous allez récupérer ou pas un texte d'ailleurs qui vient de l'Assemblée, puisqu'il n'est pas complètement exclu qu'il puisse être rejeté aussi. Mais dans tous les cas, vous mentionnez très justement qu'il y avait toute une partie de votre texte, et ça en était une bonne moitié, qui était sur la partie simplification. Donc quand ça va revenir chez vous au Sénat, est-ce que vous pensez réintroduire cette partie simplification par rapport à l'ensemble qui a été rejeté à l'Assemblée nationale? Sur cette partie de question, je suis incapable de vous répondre à cet instant. Tout va dépendre de ce qui va se passer sur l'article 3, l'article 5 notamment. Euh, Si effectivement il n'y a pas de vote de ce texte à l'Assemblée nationale, euh, il est possible que le Sénat réintroduise ces articles de simplification qui étaient demandés, je vous rappelle, hein, qui étaient demandés et qui sont cohérents pour une partie. Il y a peut-être quelques-uns qu'on peut suivre. Encore une fois, je ne dis pas que tout est bon. Hein, là-dessus, je suis clair, je suis très humble. Mais il y a des points sur lesquels ce serait quand même pas mal de les avoir. Ils sont d'ailleurs réclamés par un certain nombre d'acteurs du monde énergétique dans notre pays. Donc c'est trop tôt. Parce qu'il y a une autre chose qui peut se passer. Euh, L'article 3 est voté. Il est voté et sans trop s'éloigner de ce qui a été voté au Sénat. Il n'est pas interdit de penser que début juillet, au Sénat, on le vote conforme. Et s'il est voté conforme, sauf si la loi n'est pas votée, bien sûr, on n'y touche plus.
Donc, ça veut dire qu'on a déjà un cap. Pareil pour le 5. C'est pour ça que c'est trop tôt. Il faut qu'on trouve un chemin pour la France au niveau énergétique. C'est trop essentiel. On a perdu trop de temps. Et la bataille, elle existe. Le sujet à l'international existe. Donc, si certains articles de simplification sont des irritants pour l'Assemblée, on va essayer d'éviter cela. Mais si le texte n'est pas est rejeté, effectivement, la probabilité d'y remettre les articles de simplification sont possibles. Et puis, autre hypothèse d'école, ils ne réapparaissent pas dans ce texte et le texte est voté au bout de la navette. Je ne m'interdis pas de reposer un texte de simplification, tout simplement. MPE Média, pouvez-vous développer sur le facteur temps et ce qu'il implique quant au choix à faire entre les différentes sources de production d'énergie? Que pensez-vous de l'entrée en production d'un premier réacteur de fusion nucléaire annoncé en 2025 pour 2035 par la société Gauss Fusion? Le Joker. Non, je veux revenir sur un point. Vous savez, il y avait le projet Astrid. Ben, il faut relancer. Projet Astrid, il est absolument essentiel. Et là, je fais de la géopolitique. Parce que je sécurise derrière presque un siècle de ressources. Projet ITER, dans le texte qui a été à l'Assemblée nationale, par rapport à ces questions, mais bien sûr. Et j'apporte aussi, pour les avoir aussi passé du temps, je passe beaucoup de temps à écouter, à s'enrichir, à auditionner. Et ITER, j'ai repris des demandes d'ITER dans ce texte pour simplifier. Parce qu'il y en a besoin aussi. Vous l'avez cité au début de votre prise de parole, il faut croire dans l'innovation. Et donc, je pense qu'il ne faudra pas louper les futurs tournants technologiques. Et la France devra en faire partie. Merci, monsieur le sénateur. À notre président. Comme a dit monsieur le sénateur, et je vais revenir sur la question. Je vais revenir tout court. Donc, nous savons que nous aurons la chance d'avoir une nouvelle discussion avec vous. En tous les cas, moi, je suis très préoccupé, comme vous, monsieur le sénateur, par l'incertitude. Quelquefois, j'oserais même dire une certaine irresponsabilité, mais je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui convient. Et en revanche, à vous écouter, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de me mettre à votre place et de vous entendre parler comme voilà, un représentant de la nation, face aux difficultés, face à la situation, avec son expérience, avec son humilité, quelquefois, ses incertitudes. Vous avez dit joker, vous avez dit, bah, ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre encore. Et c'est très réconfortant, si je puis dire, pour nous autres, de vous entendre et de comprendre vos incertitudes, d'apprécier vos convictions. Ces convictions sont fortes, vous les avez bien exprimées. Et donc, monsieur le sénateur, c'était pour nous très important de vous écouter, très intéressant, très utile. Et nous serions très heureux de continuer cette discussion. Et j'allais dire de vous aider à conclure, parce que voilà, nous rendons bien compte que vous avez besoin d'aide pour conclure. Eh ben, les Français sont d'accord avec cette nécessité de conclure. Au moins là, alors on n'est peut-être pas d'accord sur toutes vos convictions, tout ce que vous pensez, toutes vos positions, mais au moins la volonté de conclure et d'avoir un cap pour la France. Ah oui, d'accord. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous et puis excusez-moi si je n'ai pas été à la hauteur sur certaines réponses.